Bonjour à tous. En préambule, je tiens à souligner combien nous avons la chance aujourd'hui au Muret, établissement dont je tenais à rappeler avec fierté qu'il est historiquement lié aux origines de la politique de secteur, au travail de secteur et à la psychothérapie institutionnelle, qui pose comme principe la liberté des échanges et de la parole, d'accueillir aujourd'hui les trois intervenants de grand renom que j'ai la responsabilité, non sans appréhension, de vous présenter. Alors, il me faudra peut-être malheureusement aussi, car il nous est compté, rappeler la contrainte du temps. Alors, je le ferai en m'inspirant de la longue pratique de 2023. Alors, pour notre table ronde, rêve, fantasme, délire, Clémence Renonciat, psychologue clinicienne au deuxième secteur, et Rosiane Orangier, cadre supérieur de pôle au deuxième secteur, apporteront leur contribution à la discussion. Comme nous le savons, le concept d'imaginaire n'a pas de définition univoque. Elle varie selon les champs théoriques et les théoriciens au sein de ceux-ci. Pour chaque élément, que sont les rêves diurnes ou la rêverie, les fantasmes et les délires, il en est de même. Pour les neuroscientifiques, M. Garavé tout à l'heure une anecdote à ce sujet, par exemple, en ce qui concerne le rêve mais aussi le délire, il s'agit de répondre à la question pourquoi et comment cela procède. En métapsychologie et pour les psychanalystes, et c'est cela que nous allons considérer aujourd'hui, il est question notamment du sens, de l'interprétation, de la question en particulier topique du psychisme et par-dessus tout du lien au désir. Pour le psychiatre que je suis et les autres artisans de la psychiatrie publique que nous sommes, il y a une difficulté majeure, de mon point de vue, qui nous taraude et qui devrait le faire constamment. Celle qui consiste à faire la part des choses entre les productions de l'imaginaire et la réalité matérielle dont la réalité psychique se différencie. Il s'agit en particulier de la très lourde responsabilité qui nous incombe d'être décisionnels dans la privation de liberté d'une personne, selon le diagnostic que nous portons, en nous appuyant sur sa parole et ses actes quand nous les connaissons. Cette responsabilité existe aussi dans la levée de ces mesures de contrainte. Je pense que cette question du rapport à la réalité sera un point de rencontre de nos échanges. Mais aussi, il y a aussi bien d'autres choses essentielles qui nous importent, comme par exemple des significations, pour que nous puissions nous accorder de signifiants tels que réalité, réel, avec un petit R inventaire, vérité, ce qui a trait à la création d'une œuvre et ce que cela nous apprend du sujet, la fonction thérapeutique de l'acte créatif, la liberté qu'il permet. Voilà, je propose que nous laissions nos conférenciers intervenir dans le débat qu'à l'issue des trois interventions, et je vais donc laisser la parole à Clotilde Leguil, psychanalyste, normalienne, agrégée de philosophie et maître de conférence au département de psychanalyse à l'université Paris 8, et l'auteur de nombreuses publications, dont dernièrement un livre, In Treatment Lost in Therapy, consacré à une série télévisée américaine traitant de la psychanalyse, ou plutôt de la psychothérapie américaine. Le titre de cette intervention est Vérité et fiction en psychanalyse. Bonjour, donc effectivement j'avais choisi comme titre Vérité et fiction en psychanalyse, mais je vais traiter à travers ces deux concepts de la question de l'imaginaire. Dans son introduction, Dominique Vintrebert a rappelé l'appui que l'on pouvait prendre dans l'imaginaire dans la clinique, et il a aussi rappelé à partir de l'enseignement de Lacan, en quel sens l'imaginaire et le symbolique pouvaient aussi être trompeurs. Et ça, d'ailleurs, on a retrouvé ça également dans les deux citations que la directrice, Mme Benet, nous a proposées. La citation d'Alain, l'imaginaire est notre ennemi, et celle de Bachelard sur la valeur d'une image. Alors moi, je vais plutôt développer un propos sur les méfaits de l'imaginaire dans la clinique quand il est à la mauvaise place. Et je vais le développer à partir, donc, effectivement, d'une interprétation que je vous propose d'une série américaine qui s'appelle In Treatment. Et je précise que, par ailleurs, bien que critiquant là le
propos d'In-Treatment, j'aime beaucoup aussi les images, parce que Jérémy Saint-Del a commencé comme ça, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le cinéma, et je trouve que le cinéma est un bon moyen aussi d'accéder à ce qui est au-delà de l'image. Alors, pour aborder la question donc, de l'imaginaire et de sa place dans la clinique, je vous propose donc de partir de cette série américaine sur la psychanalyse, qui est une série qui est assez peu connue en France, mais qui a eu un succès très important aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, notamment dans des pays de l'Est de l'Europe. Et c'est une série qui a été diffusée entre 2008 et 2010 sur Orange Cinémax, mais qu'on peut trouver, que moi j'ai découverte en DVD. Donc c'est une série au départ qui est d'origine israélienne, et le titre de la série israélienne est Bitipoul. Et ce titre a été traduit donc en américain. Il y a une version, disons, américaine qui a été faite, mais qui est quasiment, enfin les dialogues sont quasiment les mêmes, mais par contre les acteurs ne sont pas les mêmes. Donc la série américaine s'intitule In-Treatment, et c'est Gabriel Byrne, que vous connaissez peut-être, qui joue le rôle du psychanalyste. Et cette série, donc In-Treatment, a été traduite en français par En analyse. Mais par contre, là, on n'a pas une version par un réalisateur français. C'est la version américaine. Donc, si j'ai choisi de vous parler de cette série, c'est qu'elle me semble paradigmatique de la mauvaise place à laquelle l'imaginaire peut être mis dans la clinique. Et ce n'est pas un hasard si cela s'aperçoit dans une série américaine. In-Treatment permet de voir, à travers la pratique du docteur Paul Weston, qui est un psy new-yorkais, déboussolé par les effets dévastateurs de la thérapie sur ses patients. Donc, cette série permet de voir en quel sens la parole, en tant que telle, ne suffit pas à introduire le sujet à une logique inconsciente lui permettant de s'arracher à ses symptômes. Freud, dans la question de l'analyse profane, parlait de la psychanalyse, en reprenant une citation de Hamlet, rien que ça, des mots et encore des mots. Words, words, only words. Mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquels. Il ne suffit pas de dire la vérité et de chercher une adéquation avec la réalité qui permettrait de produire enfin une version objective des événements de l'histoire d'un sujet pour être certain que l'on opère dans le champ de la psychanalyse. Cette version de la cure de parole, telle qu'elle nous est présentée dans la série In-Treatment, permet d'apercevoir très concrètement ce que Lacan avait dénoncé dans les années 50, avant qu'il invente donc, ce néologisme de la langue que nous rappelait le professeur Garabé. Je ne savais pas que ça venait du dictionnaire Lalande. Je trouve ça très drôle qu'il ait pris ça à partir du nom de la langue. Donc là, dans les années 50, donc, Lacan dénonçait une dérive imaginaire de la psychanalyse, qui reposait pour lui, sur un oubli de l'inconscient et une croyance dans l'amélioration possible des relations du sujet avec son entourage. Cette amélioration est en effet possible, mais ce n'est pas pour Lacan ce qui doit être visé au premier chef. Donc ce qu'il dénonçait, c'est cette croyance dans une amélioration des relations grâce à une reconnaissance de la vérité et finalement de la justice. Des mots, oui, mais des mots qui peuvent causer aussi, dit Freud déjà, de terribles blessures. Des mots qui ne font que redoubler la souffrance des sujets concernés. Vérité et fiction, en psychanalyse, sont deux concepts qui sont mis en avant par Lacan pour faire valoir en quel sens, dans la clinique, on opère avec l'inconscient, en visant non pas le sens commun, mais la répétition comme lieu d'une satisfaction de jouissance méconnue du sujet. Jusqu'où finalement est-il question de vérité
dans une analyse, de dire la vérité et de vérité. Et quelle est la fonction de la fiction? Plongeons-nous dans les tourments du docteur Paul Weston. Je le cite. Pourquoi est-ce que j'échoue à aider mes patients? Qu'est-ce que j'ai encore loupé cette fois-ci? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Se demande-t-il, angoissé et déprimé, lorsqu'il se rend en supervision auprès de sa collègue Gina. Il est vrai que les cures avec Paul Weston prennent une tournure étrange, souvent dévastatrice. Amour-passion avec les femmes, en particulier les jeunes femmes célibataires qui fantasment sur lui, agressivité et haine avec les hommes, et demande de soutien et appel à se faire adopter par lui de la part des adolescents. Bref, Paul n'en peut plus. Ils veulent que je les aime, ils veulent que je m'occupe d'eux, ils veulent un enfant, ils veulent être mon enfant. Les exigences de ses patients ne cessent de s'accroître envers lui. Les reproches et les demandes de chacun le confrontent à son impuissance et il se retrouve lui-même convaincu de ne pas arriver à les aider alors qu'il voudrait tant pouvoir le faire. Cette série américaine a le mérite de nous montrer, par-delà les clichés, parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur la psychanalyse dans cette série, et il faut passer un petit peu, passer le cap de certains épisodes pour arriver aux épisodes de supervision et accéder, disons, à des réflexions un peu plus intéressantes de Paul sur sa pratique. En tout cas, cette série a le mérite de nous montrer en quel sens la pratique clinique axée sur l'imaginaire conduit à s'enliser dans une confrontation duelle, condamnant le procès logique de la cure à l'inertie. Avec Paul Weston, on saisit en quel sens l'imaginaire peut être un axe qui fait barrage à tout avènement de la parole vraie, soit d'une parole qui soit autre chose qu'un bavardage du moi sur lui-même. Paul Weston occupe la position d'un semblable en miroir avec son patient, semblable avec qui le patient se compare, semblable dans lequel il se regarde, semblable qui l'agresse, semblable qui le fascine. Sartre disait du monde imaginaire qu'il est un monde où il ne se passe rien. Un monde de l'ego qui est une production qui fige le sujet pour en faire une chose inerte, un pur objet de la psychologie. Lacan a poursuivi cette critique de l'imaginaire en montrant que c'est au sein même de la parole qu'on peut s'enliser dans l'imaginaire. L'imaginaire, avec Lacan, et aussi auparavant déjà avec Sartre, ce n'est pas une faculté. C'est le discours du moi, le discours qui est produit par la psychologie du moi, qui est la psychologie de tout le monde pour Lacan, lequel imagine son être à partir de ce qu'il voit chez l'autre. Mais pour Lacan, si cette fonction en effet nécessaire, jamais cette image du moi ne lui donnera accès à son désir. Paul Weston se désole ainsi de ne pas parvenir à établir une vérité dernière qui lui permettrait de saisir ce qu'il appelle les patterns de la conduite du patient. Je vous donne le mot américain parce que c'est un terme qu'on trouve chez Lacan, dans les écrits de Lacan dans les années 50, et que Paul emploie, patterns de la conduite, c'est-à-dire les types de comportement des patients. Et donc, ces patterns que Paul Weston recherche lui permettraient de savoir vraiment ce qui est arrivé à son patient d'une part et qui il est, quel comportement il répète. I can't shrink her. Je n'arrive pas à l'analyser, se désole-t-il en parlant de sa patiente Annie. Parce qu'elle ne correspond à aucun type de femme déjà connue,
et sa conduite ne rentre justement dans aucun pattern. Cherchant à se reconnaître chez ses patients, à trouver pour eux des solutions qui vaudraient aussi pour lui, il est plongé dans un marasme dans lequel il les entraîne malgré lui. This therapy has been a complete disaster, lui déclare Amy. Cette thérapie a été un désastre total. Elle s'aperçoit que la cure avec Paul Weston l'a conduite au pire. Elle était enceinte et elle a fait une fausse couche. Elle était avec un compagnon avec qui elle se disputait sans cesse. Elle repart sans compagnon et plus personne avec qui se disputer. Elle avait un job qu'elle aimait, elle l'a perdu en ayant une aventure avec son patron. Thanks for all this, Dr. Weston. Désemparé, le psy dans In Treatment assiste stoïque à son propre naufrage. Naufrage de la cure dans les flots de l'imaginaire. Si j'ai intitulé cette intervention donc Vérité et fiction en psychanalyse, c'est que précisément la vérité et la fiction ont un statut très singulier en psychanalyse, au sens où la psychanalyse n'est pas de la psychothérapie. Dans un premier temps, Lacan a critiqué l'imaginaire comme le lieu des illusions de l'ego, pour faire valoir un accès possible à la vérité inconsciente de l'être, à l'éthéia, dévoilement du sujet, par-delà les mirages de l'imaginaire. C'est le sens de l'opposition entre parole vide et parole pleine que l'on trouve dans Fonction et champ de la parole et du langage en 1953. Donc, dans un premier temps, Lacan oppose imaginaire et vérité. Puis, il a avancé dans sa conception de la parole en mettant en avant une proximité étrange et inquiétante entre vérité et fiction. À partir des années 60, il n'est plus seulement question de vérité inconsciente, mais d'un rapport à la répétition et à la pulsion, qui pousse le sujet, au sein même de son rapport à la vérité, à rendre hommage à ce qu'il ne cesse de rater. L'amour de la vérité, c'est l'amour de cette faiblesse dont nous avons soulevé le voile, c'est l'amour de ceci que la vérité cache et qui s'appelle la castration, dit Lacan en 1970. Ainsi, Paul Weston, à cet égard, est lui-même prisonnier de sa croyance en la vérité, lorsqu'il ne cesse d'essayer de sortir de l'enlisement imaginaire en disant au patient la vérité sur son être, en essayant d'établir de façon forcée une connexion avec ce qu'il appelle « the real part of the self », le vrai soi, finalement. La place de l'imaginaire dans la clinique, on peut dire que Lacan donc l'a d'abord conceptualisé comme un obstacle aux avancées de la cure, un obstacle à l'efficacité symbolique. Mais ce qui est donc troublant, c'est qu'il a poursuivi en découvrant que l'obstacle n'avait pas seulement une consistance imaginaire, il avait aussi une consistance réelle. C'est-à-dire qu'il était donc de l'ordre d'une exigence pulsionnelle qui n'est pas imaginaire, mais concrètement présente dans le corps et dans la parole. Du même coup, c'est la dimension symbolique, celle de la parole aussi vraie soit-elle, qui est interrogée à partir de son impuissance. La vérité dernière n'est plus d'ordre signifiante, mais de l'ordre d'une jouissance qui ne se résout pas dans les signifiants. Ce qui ne cesse de se répéter et de rater au sein même de la recherche qui pousse le sujet à essayer encore, dans une ultime tentative, ce qu'il n'a cessé d'échouer à réaliser dans son existence, est de l'ordre d'une jouissance qui est un rapport à ce que Lacan appelle donc le réel, l'impossible à supporter. Le refuge dans les passions de l'imaginaire n'est alors qu'un aspect de l'inertie subjective, l'aspect qui renvoie au rapport au petit autre et qui repose sur l'illusion d'une réciprocité et d'une communication parfaite possible.
Mais l'inertie dernière est d'une autre nature. Au regard de l'inertie de la jouissance, la vérité que le sujet peut dire prend alors un autre statut. Le statut d'une fiction qu'il élabore avec du sens sur ce qui relève en réalité de l'insensé. C'est dans cette articulation étonnante entre la vérité et la fiction que Lacan fait valoir un autre statut de la parole en psychanalyse dans son enseignement post-structuraliste. La fiction est une façon d'essayer de cerner ce qui est de l'ordre d'un obstacle qui ne pourra être franchi. Car il ne s'agit plus d'un obstacle imaginaire. Il s'agit de la place du réel dans la clinique. Lacan est ainsi passé d'un souci de restituer l'imaginaire à sa place dans la clinique, en montrant tous les travers de la psychologie du moi fondée sur l'identification imaginaire, la rivalité et l'agressivité, à un souci de situer le réel à sa place dans la clinique, soit à la place de la rencontre avec l'impossible. Paul Weston, à certains égards, rencontre l'impossible, soit l'impossibilité pour la vérité d'en finir avec la jouissance, l'impossibilité pour la parole de réduire ce qui est de l'ordre d'une satisfaction pulsionnelle par-delà le sens. Il est accablé car il interprète cette impossibilité comme une impuissance qui lui serait propre. Il se sent en échec car quelque chose rate dans toutes ses cures. On saisit alors, à rebours sans doute du sens que le réalisateur, réglant ses comptes avec la psychanalyse qu'il a lui-même rencontrée, donne à la série, on saisit pourquoi Lacan a mis l'expérience du ratage au cœur de la clinique. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de reconnaissance de la place du réel. Si Jacques-Alain Miller a pu dire que la psychanalyse constate aujourd'hui qu'elle est victime de la psychanalyse, c'est pour montrer que la psychanalyse, qui ne se centre pas suffisamment sur cette fonction de ratage au sein même de la parole et croit un peu trop au pouvoir de la parole, est une psychanalyse qui ignore la place du réel et du même coup s'en retrouve la victime. Dire de la psychanalyse qu'elle contribue à permettre au sujet de construire une fiction sur son histoire, sur son être, ce n'est pas d'évaluer la psychanalyse, mais souligner que le rapport à la parole en analyse est destiné à faire surgir ce qui est de l'ordre de la rencontre avec l'impossible et par conséquent ce qui ne peut être dissipé comme s'il s'agissait simplement d'une illusion, ce qui ne peut être réduit par aucune parole vraie. Une analyse est sans doute une expérience qui consiste à construire une fiction, mais en même temps ou ensuite, c'est aussi une expérience qui consiste à défaire cette fiction, disait ainsi Jacques-Alain Miller. La clinique psychanalytique se démarque alors de toute psychothérapie, en considérant la rencontre avec le réel traumatique, cauchemardesque, dérangeant, comme laissant une trace qui ne s'apercevra que sous les figures de l'impossible pour un sujet singulier. Passant ainsi de la place de l'imaginaire dans la clinique à la place du réel, l'approche lacanienne nous aide à saisir que c'est à partir de la fiction produite par la parole que le sujet peut situer les lieux de l'impossible pour lui. In Treatment nous montre alors, à l'insu du réalisateur lui-même, en quel sens le psychanalyste, qui ignore à la fois la place de l'imaginaire et celle du réel, transforme la psychanalyse en une méthode dangereuse, laissant le sujet à la merci de sa propre jouissance. Merci. Alors, je vais laisser la parole à
Philippe Guénel. Philippe Guénel est professeur titulaire d'histoire de l'art contemporain. Il est l'auteur notamment de nombreuses publications, dont en 1991, Les rêves illustrés de Jean-Jacques Ranville. Et récemment, de février à mai 2014, commissaire de l'exposition Gustave Doré, Imaginaire au pouvoir au musée d'Orsay. Le titre de son intervention est Le rêve romantique, caricature et récit graphique. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Mon propos portera plus sur la question moins sur la question de l'imaginaire apparemment que sur la question de l'imagination dans un sens actif, c'est-à-dire de la mise en image. Mais cette mise en image du rêve débouche évidemment sur un imaginaire au sens large, un imaginaire culturel, social, historique. Et donc nous allons opérer ici une espèce de flashback par les langages cinématographiques dans l'histoire et notamment partir du XVIIIe siècle pour parcourir le XIXe siècle, une époque où le rêve, du moins l'imagination et l'imaginaire du rêve est réinventé. Donc le thème du rêve et du cauchemar a connu une très très grande fortune dans les arts graphiques depuis l'époque romantique sur le plan européen, avec une intensité renouvelée à l'époque romantique et à la fin du siècle, alors même que paraissent ces grandes pages de ce qui fait figure de tournant dans l'histoire du récit graphique, les aventures de Little Nemo in Slumberland de Winston McCay en 1905. Alors parmi les très très nombreux auteurs qu'il faudrait citer, il y a Max Klinger, et bien sûr, dans sa fable du Handschuh, il y a Odilon Redon, dans son ouvrage qui s'intitule Dans le rêve, en 1879. Il y a encore, et peut-être surtout, Alfred Kubin, dans son ouvrage intitulé Underseite, un fantastischer Roman, un roman fantastique, l'autre côté, qui est publié en 1909, avec des illustrations de Kubin lui-même. De manière globale, il faudrait noter que l'artiste constitue, à partir du XIXe siècle, une classe nouvelle parmi l'élite traditionnelle des rêveurs. Vous savez que sur la très longue durée, le rêve est un moyen de communication avec les réalités qui échappent au commun des mortels, et donc le rêve est le privilège des saints, des prophètes et des savants. Mais les artistes rêvent de plus en plus au XIXe siècle, et parmi les grands artistes qui ont mis en image le rêve, il y a bien sûr William Blake, Goya, ou encore parmi les écrivains Charles Nodier, qui dans une réédition a un ouvrage qui porte sur des rêves en 1832, qui s'intitule Smara, dit qu'il a toujours été, je cite, livré à ces féeries du sommeil. Il faut citer aussi le cas du poète Coleridge, qui invente ou imagine un poème, Kubla Khan, en rêve, et qui, à son réveil, mémorise des traces de ce poème qu'il écrit de mémoire, et un poème qui disparaît, parce qu'à un moment donné, il ne s'en souvient plus. Donc, le poème commence, le poème onirique commence, à un moment donné, il s'arrête, parce qu'il n'y a plus de mémoire qui peut prendre le relais. Il y a aussi Marie Shelley, qui a écrit son Frankenstein au bord du lac Léman, pas très loin de chez moi, qui est un monstre suisse. Vous ne le saviez pas, mais c'est vrai. Donc, le renouvellement des songes, de la culture des songes qui s'opère entre 1790 et 1850 se manifeste surtout dans la gravure, et ça c'est l'objet de ma communication. On peut invoquer deux raisons à ce phénomène. D'une part, le fait que les rêves s'intègrent souvent dans des récits littéraires et que la gravure est compatible dans le domaine de l'illustration avec le monde éditorial, d'une part, et puis d'autre part, la gravure est en noir et blanc, et elle a une pertinence particulière pour restituer des visions nocturnes qui sont souvent le fait d'apparitions, d'hallucinations sur fond de nuit. Alors, comme le notait déjà Albert Béguin, la seconde moitié du XVIIIe siècle connaît un foisonnement de textes relatifs aux songes, opposant
sur une conception réaliste de la connaissance, dans les écrits rationalistes de Hobbes, de Voltaire, de Diderot, c'est le caractère entre autres prophétique des rêves qui se trouvent discrédités. On les réduit à une seule manifestation de causes physiologiques. Et je vous propose ici la description, la définition que donne Furtière, l'encyclopédie en 1765, et qui est assez explicite. Il n'y a que les esprits faibles qui s'arrêtent à l'interprétation des songes, c'est parce que ces derniers ont des causes purement physiques et machinales. C'est l'état du corps qui décide de la perception des songes. C'est en Allemagne que s'opère à la fin du XVIIIe siècle un changement d'attitude radical vis-à-vis de cette réalité vulgaire du rêve, une perception du rêve ou des songes qui tente à réhabiliter les songes dans le sens d'une vision prophétique. Le succès de l'onirologie, et comme d'ailleurs de la physiognomonie, repose sur la croyance en un homme total qui s'organise selon un système de déchiffrement qui attribue au rêve un langage. Donc le rêve n'est pas une manifestation, il commence à être un langage. Et c'est une opération, c'est un basculement définitif. Le grand savant allemand Lichtenberg dit dans les années 70, en étudiant les songes, on y pourrait deviner leur caractère, donc le caractère des hommes, plus facilement que d'après les traits du visage. Donc l'onirologie se trouve assimilée à la physiognomonie dans ces années-là, qui connaît une fortune considérable sur le plan européen. C'est à ce moment-là que paraissent le magazine pour la science expérimentale de l'âme de Moritz en 1783, que Schubert publie sa symbolique des rêves avec cette belle citation qui montre bien ce passage qui s'opère entre encyclopédie et romantisme. Les originaux des images et des formes dont se sert la langue onirique, poétique et prophétique se trouvent dans la nature qui nous environne et qui nous apparaît comme un monde du rêve incarné. Très belle citation qui fait basculer, qui met en doute, qui ébranle l'idée d'une séparation claire entre un monde qui serait un monde du fantasme, de l'imagination du rêve et la réalité ou la nature. Un basculement qui est opéré par Friedrich, d'ailleurs. Vous connaissez sa fameuse citation qui dit que le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit devant lui, mais ce qu'il voit en lui. Donc, changement de paradigme qui s'opère, entre autres, à travers les arts visuels et à travers une œuvre qui a frappé l'Europe dans son ensemble, bien qu'elle ait été présentée à Londres. C'est l'œuvre de Johann Heinrich Füssli, encore un Suisse, qui s'est rebaptisé Fuseli et qui, en 1682 et par la suite, réalise toute une série d'œuvres qui vont vraiment marquer la culture visuelle européenne, à tel point que son œuvre sera non seulement copiée par lui-même, mais copiée par des contemporains, et surtout caricaturée, transformée, plagiée, réutilisée, tant en Angleterre. Vous avez ici les plus grands caricaturistes anglais qui se sont employés à détourner cette iconographie, Rawlinson, Newton, Plutarch, en France, avec Tony Johanneau. Ici, c'est la vignette illustrant le récit de Charles Nodier, Smara, ou Gustave Doré, et sans oublier, bien sûr, Daumier, qui, dans une quantité de caricatures, réemploie ce schème visuel de la vision onirique, dans un sens éminemment critique et politique. Donc, en 1782, Füssli établit un nouveau modèle iconographique pour la représentation des visions. L'autre modèle, c'est celui établi par Goya dans le Caprice 43, Il sueño de la razón produce monstruos, le sommeil de la raison, ou le songe de la raison, parce que sueño a ce double sens qui est très, très intéressant. Le songe ou le sommeil de la raison produit des monstres, qui est gravé en 1797. C'est un autoportrait, on le sait, un autoportrait
ironique, dissimulée d'ailleurs pour des raisons politiques. À l'origine d'ailleurs, cette planche, qui porte maintenant le numéro 43, devait introduire l'album, et d'ailleurs dans un dessin préparatoire, Goya accompagne cet autoportrait d'un cartel sur lequel il inscrit « Songe », « Sueños ». Un autoportrait donc qui tente à contredire la lecture capricieuse des caprices, puisqu'il qualifie ces sueños de idioma universal, d'idiome universel. On est vraiment là dans le paradigme du songe comme langage, comme forme de langage. Alors, à partir de là, l'iconographie des songes, du rêve, connaît un boom qui s'inscrit entre autres dans un genre qui est le genre, un des genres romantiques les plus significatifs, qui est le genre de l'album. Donc depuis les années 1820, surtout dans les années 1840, l'identification du romantisme extravagant au monde des rêves est devenue un cliché bourgeois. Par exemple, l'album lithographique de Delacroix, qui illustre son fameuse Faust, d'après Goethe en 1828, a aussitôt été perçu comme un manifeste romantique, aux grandes dames de Delacroix, qui par la suite, d'ailleurs avec une médaille de commande publique, écrivait un critique en 1962 en évoquant, je cite, « l'étrangeté des planches qui furent l'objet de quelques caricatures et me posèrent de plus en plus comme l'un des coryphées de l'école du lait ». Voilà. Alors, comment un romantique qualifie le romantisme quelques années après. Quand il parle de caricature, Delacroix évoque implicitement un album très rare, qui est devenu très rare, qui est un album publié par un sombre inconnu, Antoine Jean-Baptiste Thomas, et qui est un album parodique qui s'intitule « Le rêve ou les effets du romantisme », sur un jeune surnuméraire de l'Arriérié, et qui paraît en 1829, soit une année après le Faust de Delacroix, soit en même temps que l'adaptation de l'œuvre de Goethe au théâtre de la Porte Saint-Martin, et en même temps que la brillante traduction du texte de Goethe que donnera Gérard de Nerval en 1829. En 6 lithographies commentées, Thomas raconte l'histoire d'un jeune employé qui revient dans sa modeste chambre après une soirée passée avec son amie Mélanie dans le cadre d'un spectacle mélodramatique. Il va voir un spectacle qui s'appelle Le Bourreau d'Amsterdam. Et à peine couché, notre héros se met à rêver les pires choses. Et donc dans ces lithographies, Thomas se montre non seulement du mélodrame parisien, mais encore il met en image les conceptions traditionnelles des cauchemars, qui sont des phénomènes provoqués par l'imagination ou par certaines expériences physiques. Par exemple, le chat du surnuméraire joue un rôle central de ce point de vue, puisque dans la vignette en bas à gauche, on le voit littéralement oppresser son maître et jouer le rôle du cauchemar de fusil en le pilonnant avec un pilon. Le rêveur, la cause de ses rêves et ses visions sont donc présentés en même temps dans chaque planche, qui forme une espèce de commentaire ironique sur l'écart entre l'imagination romantique et la réalité de la vie. Comme dans le cauchemar de Fusky, le lecteur et spectateur jouit donc d'une vision binoculaire, stéréoscopique, qui lui permet d'associer le rêve, le rêveur et son univers référentiel. Or, dans l'album de Thomas, les visions ne sont pas seulement des projections mentales, elles renvoient donc explicitement à des modèles scéniques contemporains. Le premier, c'est le théâtre de boulevard, le second, c'est la fantasmagorie. C'est comme si les pages de l'album fonctionnaient comme des écrans. Les visions, les projections, les fantasmagories sont d'ailleurs les paradigmes de l'illustration romantique. Dans ces années-là, il faut rappeler que illustrer, au sens étymologique du terme, signifie aussi rendre illustre, bien sûr, mais mettre en lumière. Un
Un autre cas que j'aimerais vous présenter ici, c'est le cas de Rodolphe Fer, dessinateur, auteur, professeur, voyageur, auteur de pièces de théâtre aussi, genevois, rebaptisé l'inventeur de la bande dessinée ces dernières années. Un artiste qui s'est beaucoup intéressé à la question du rêve et de l'errance, dans tous les sens du terme, et notamment dans un ouvrage qui s'appelle Les voyages et aventures du docteur Festus, qui raconte l'histoire d'un personnage qui effectue un voyage d'instruction et qui se retrouve dans son lit à la fin en pensant avoir rêvé son voyage, qui est le récit même proposé par Töpffer. Töpffer présente ce récit, et c'est très intéressant, sous deux formes. Sous la forme d'un récit illustré, vous avez ici l'édition 1840, et sous la forme d'un album graphique, ce que Töpffer appelait des histoires en estampes ou histoires en images, et qui montre ici justement le moment où le rêveur se retrouve dans son lit et se demande s'il a vraiment pas rêvé tout ça. Dans l'édition d'ailleurs, une première édition rare du volume, Töpffer avait rajouté cette préface. Il y a aux confins de la région du sérieux et du raisonnable un espace vague, immense, peuplé de fantômes extravagants, de visions récréatives, de folles figures, touchant quelquefois à la ligne du vrai. Mais n'y sais-je pas. C'est là que je fis une excursion l'an passé et j'en rapportai mon livre, s'il est là, la faute au voyageur, non au pays. Cette métaphore du voyage onirique est une métaphore qui est systématiquement employée dans ces années-là et dont Töpffer est l'un des représentants intéressants, avec certains de ses collègues et concurrents, à savoir Tony Johanneau, dont on a déjà parlé, et Ige Granville, Jean-Ignace Isidore Gérard, alias Granville. Parce que le sens premier du mot de rêver, je vous le rappelle, c'est errer, dans le sens de la divagation mentale, mais aussi physique. Rêver, errer, rêver d'ailleurs est un palindrome, ça c'est un beau terme, c'est un phénomène bien sûr mental, mais aussi physique. Et c'est sur ce double sens que joue par exemple Tony Johanneau dans un ouvrage de 1842 qui s'appelle Le Voyage où il vous plaira, qui est un voyage onirique dont voici le frontispice qui montre une foule qui se précipite dans la gueule de la fantaisie et qui obéit à ce besoin urgent de voyager qui se fait jour partout en Europe au lendemain du blocus continental. Le héros s'appelle Franz, il est évidemment allemand, il n'y a que des Allemands pour rêver. Ça c'est une chose qui est une chose entendue en France à l'époque. Donc le voyage où il vous plaira n'est pas sans point commun avec la parodie romantique du Faust par Thomas. On y trouve un jeune homme amoureux, un séducteur méphistophélique, un navire qui sombre, etc. Le jeune homme amoureux s'assoupit d'ailleurs, entouré de livres, devant son feu à l'aube de son mariage. Et le récit du rêve qui en découle est l'objet même du livre. Le voyage lui plaira donc propose de manière implicite une réflexion sur les besoins de voir, le besoin de voir sur cette pulsion scopique moderne, parce que ce jeune homme est quelqu'un de très frustré, il se dit bon, je vais me marier, je vais manger, adieu les voyages, et donc par substitution, par compensation, il produit un rêve d'itinérance, d'errance imaginaire, et se réveille, la morale est sauve. Il se réveille après toutes ces péripéties en se disant ah, mon Dieu, que je suis bien heureux de me marier demain et de me sédentariser dans la vraie vie réelle. Johanneau n'est pas le seul, l'artiste le plus spectaculaire, un des plus spectaculaires au XIXe siècle dans ce registre onirique, c'est Granville, d'ailleurs qui est en concurrence avec
Tony Joanneau. Ils sont d'ailleurs, à un moment donné, vers 1842, sur le point de se battre en duel, parce que Granville accuse Tony Joanneau de lui avoir piqué ses idées. Pour répondre au voyage où il vous plaira en 42, en 43-44, Granville, pour répondre à ce piratage, publie son propre volume, qui est Un autre monde, qui est un volume très particulier dans l'histoire de l'édition romantique, puisque c'est un volume d'images, d'illustrations, pour lesquelles il a engagé un écrivain, sombre publiciste, qui s'appelle Taxil Delors. Et donc, dans une version lourde de sens, c'est le texte qui doit ici commenter l'image, et c'est une bonne chose, puisque une partie de ces images concerne des visions oniriques, qui se présentent comme visions et que donc l'écrivain a pour tâche et pour fonction de transformer en récit. D'autant plus que Granville avait anticipé cette mise en récit des rêves en travaillant de manière extrêmement subtile et novatrice sur une cinématique, sur une cinétique visuelle, sur des métamorphoses, utilisant non pas comme le faisait de le faire la forme de l'album qu'il peut découper pour séquentialiser les histoires, mais le format contraint de l'in-octavo qui le force à fabriquer un récit sur une page de manière narrative et métamorphique. Mais les rêves chez Granville sont en grand nombre, non seulement illustrés, gravés, mais aussi dessinés. Vous remarquerez à gauche cet extraordinaire dessin, qui est un autoportrait de Granville, qui est un hommage autoréférentiel à l'œuvre de Goya. Granville se représente à sa table de travail, entouré par son univers imaginaire, et licencieux. C'est une feuille interne, et une auto-représentation de l'artiste. Un artiste qui, par ailleurs, travaille comme Daumier dans le domaine de la caricature et qui, comme vous le voyez ici, réfléchit de manière citationnelle, ironique, à ce grand modèle fusselien du rêve. Et cette fois-ci, le cheval qui se trouve en arrière-plan est exclu de l'espace de la présentation. Je vous rappelle qu'en anglais, a nightmare, c'est un jeu de mots, c'est un pun sur l'expression jument de la nuit, raison qui justifie la présence du cheval dans la représentation. A nightmare. Mais Granville est surtout connu aussi pour ses illustrations dans les petites lumières de la nuit humaine, cette extraordinaire vision fusselienne d'un rêveur et de son univers imaginé et des deux causes possibles du cauchemar qui le frappe, à savoir qu'il trempe ses mains dans un pot, et ce qui suscite une oppression qui génère à son tour des images en cascade ou en escalier dans cette très belle typographie inventive qui caractérise d'ailleurs le livre romantique et ses détournements, ses réinventions formelles. Mais parlons de Granville, qui est quand même un rêve absolument exceptionnel, ou plutôt deux rêves, mais je dirais le premier est assez remarquable, assez unique d'ailleurs à cette époque. C'est un rêve qui est publié dans un journal populaire, le Magasin Pittoresque, et qui sera publié au lendemain du décès de Granville. La particularité de ce rêve, c'est que, en fait, pour justifier l'inclusion d'un rêve que Granville prétend avoir eu dans un journal populaire d'éducation, Granville envoie une lettre à son éditeur dans laquelle il raconte ce rêve. Il l'explique, il le décode, il le déchiffre. Et nous avons, pour une première fois, une des très rares fois, il y a un rêve de Durer très lointain. Il y a quelques rêves d'artistes commentés par les artistes, mais nous avons là différentes choses. Nous avons non seulement les rêves, mais nous avons aussi le dessin original et sa transformation gravée, qui donne à comprendre non seulement l'adéquation du discours de l'artiste face à la gravure, mais les transformations qui ont été opérées entre le dessin original et sa
gravure. Ceci a fait l'objet d'un article que j'ai publié il y a quelques années dans la revue de l'art, et qui était une tentative aussi non seulement de lecture iconographique du rêve, mais de lecture psychanalytique, basant sur ces correspondances et sur toute une série de choses qui n'étaient pas tout à fait apparues dans l'interprétation de la lettre de Granville, puisque j'ai retrouvé le manuscrit de la lettre de Granville, la version publiée qui accompagnait l'illustration dans le texte, et il y a des écarts et des variations. Et dans la lettre, il y a des lapsus, il y a des répétitions, il y a toute une série de discours sur le rêve qui, en bonne pratique freudienne, en disent plus que les images, qui de toute façon sont des images reconstruites. Valérie disait le rêve est une hypothèse, etc. Ce sont des reconstructions à l'état de veille. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'en suivant une hypothèse, une chose qui avait été soulignée par Annie Renoncia, Madame Clémence, il y a quelques années, une grande spécialiste de Granville, qui rappelait que Granville portait en famille le nom d'Adolphe et que Adolphe était le nom d'un frère aîné décédé à l'âge de 5 ans. Et donc Granville arrive au monde pour se substituer à un frère mort. Mon hypothèse étant par ailleurs que dans ces années-là, Granville vit une période particulièrement tragique de son existence. Apparemment, toute sa famille meurt, les uns après les autres. Et dans diverses correspondances, il fait état de son sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa famille. Mon hypothèse, c'était que, en quelque sorte, ces épisodes traumatiques vers la fin de sa vie ont fonctionné comme un après-coup et ont réactivé en lui une inquiétude ontologique qui était celle de cette culpabilité déniée, de cette mort symbolique, de la mort du frère qu'il a dû porter avec lui tout au long de sa vie. Un vocabulaire dans sa correspondance qui parle souvent d'action violente, de frapper, de lutter, de supplication. Par exemple, dans sa lettre à Édouard Charton, il parle de la mort de son dernier fils qui meurt étouffé par un morceau de pain à un repas. Et il dit, par exemple, il utilise les termes, par exemple, je ne l'avais pas perdu de vue, obligé de le voir mourir devant mes yeux, porter mes yeux, subir la vue de tableaux si affreux que ceux que j'ai eu à tant de reprises sous les yeux. Et évidemment, lorsqu'il écrit encore dans cette même lettre, je cite, « J'aurais beau fuir, je ne pourrais jamais éviter la mémoire du cœur », on ne peut pas s'empêcher de faire une lecture de type biographique de ces angoisses morbides, métamorphosées par l'artiste dans ce récit de rêve graphique tout à fait exceptionnel. J'aimerais conclure sur la question de l'illustration et de l'optique autour d'un recueil, ou plutôt de rêves, qui sont les rêves de Nadar, le photographe, des rêves politiques cette fois-ci, paru dans la revue comique, une revue d'opposition au prince, à la politique réactionnaire de Louis-Napoléon. Revue comique qui donc fait paraître les aventures très tolfériennes d'un monsieur Réac, dont le nom dit long sur sa posture. Nadar produira 3 rêves de monsieur Réac. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'un des 3 rêves se déroule au musée du Louvre. Monsieur Réac admire des tableaux de Gérard, Girodet, Guérin, évidemment des tableaux classiques et conservateurs, et soudain, ces tableaux s'évanouissent. Et Réac compare d'ailleurs ce phénomène optique à un théâtre d'ombre. Il est pris dans un théâtre d'ombre. Et à ce moment-là, dans son rêve, Réac pénètre dans l'étoile,
sous l'effet, je cite Nadar, d'un nouveau jeu de fantasmagorie. Épisode très emblématique dans lequel le rêveur pénètre dans l'image, un peu comme Mary Poppins. C'est un fantasme, surtout un fantasme historien d'art, que d'habiter le monde des représentations. Ça ne marche jamais, on est toujours ailleurs. L'intrigue du rêve de M. Réac est complexe et volontairement confuse, mais dans cette œuvre quelque peu insignifiante, le plus intéressant, c'est la manière dont il associe l'onirisme au registre du spectacle et de la fantasmagorie. Et cette dimension occupera peu après, d'ailleurs, les recherches d'un scientifique, dont vous connaissez peut-être le nom, Hervé de Saint-Denis, qui publie en 1867 un texte fondateur, Les rêves et les moyens de les diriger. Il y analyse ce qu'il appelle les panoramas des songes, et Hervé de Saint-Denis compare les visions nocturnes à des spectacles de lanternes magiques, et il relève que certaines projections oniriques, ce sont les termes d'Hervé de Saint-Denis, résultent de la superposition de deux plaques de verre, une comparaison technique qui d'ailleurs correspond exactement à ce processus de l'inconscient que Freud qualifiera plus tard de condensation. Il faut toutefois relever qu'à quelques exceptions près, dont il fait partie, et ceci jusque dans les années 1860, les rêves dans les arts graphiques fonctionnent avant tout et surtout sur le plan illustratif et allégorique. Dans le dernier tiers du siècle, le néoromantisme qui anime la génération symboliste approche le phénomène du rêve avec plus d'intensité et de combativité aussi, afin de tourner la page naturaliste. Et évidemment, le recueil lithographique le plus exemplaire de cette histoire-là, c'est le recueil d'Odile Redon intitulé Dans le rêve en 1879. Des visions de la nuit, qui cette fois-ci, à la différence de celle de Joanne ou d'autres, ne prêtent guère à rire, et des visions qui résument à elles seules tout le credo baudelairien de l'art comme un tissu de suggestion et de correspondance. Donc, tant dans les trois rêves de M. Réac que dans l'album de Thomas, qui parodie le Faust de Delacroix, la métaphore scénique et optique joue un rôle central. Les théâtres d'ombre, sur lesquels Granville a d'ailleurs travaillé, la lanterne magique, les fantasmagories, le spectacle, ont servi de modèle et ont stimulé les formes du récit graphique, de la narration visuelle. Souvent d'ailleurs en les brisant, les faisant éclater de manière excentrique. Et à mon sens, le médium central, qui est au centre de ces interactions plastiques et médiatiques au XIXe siècle, est cet objet si caractéristique du romantisme et de sa culture visuelle, à savoir le livre illustré. Le livre illustré romantique a été, à mon sens, le support d'une nouvelle manière de voir, et l'incroyable prolifération des publications illustrées a donné naissance à un nouveau besoin de distraction visuelle qui est à l'origine même d'un autre type de distraction visuelle qu'on vit aujourd'hui sous la forme d'Internet. Mais vraiment la culture de l'image, la culture du spectacle, l'invasion des images, ce culte des images dont parle Baudelaire est un phénomène qui est propre au romantique et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et parfois les victimes. L'édition illustrée romantique a non seulement favorisé l'émergence d'un type de représentation que je qualifierais de multifocale, mais encore elle a développé des procédés inédits dans le domaine de la représentation séquentielle et de la narration visuelle, dans la production d'un imaginaire onirique. Et de ce point de vue-là, à mon sens, l'édition illustrée romantique fut en son temps une véritable machine à rêver, comme l'est aujourd'hui, avec force, le cinéma, mais pour d'autres raisons liées au dispositif scénographique de la salle obscure, du caractère hallucinatoire de l'image et de la posture nécessairement captive du public immobile, soumis à l'évidence visuelle. Je crois que personne d'autre,
mieux que Gustave Doré, dans cet extraordinaire frontispice qu'il donne à son illustration de Don Quichotte en 1863, n'a perçu à quel point l'image, l'illustration et le livre étaient justement cette extraordinaire machine à rêver.